pour moi, il y a un risque opérationnel qui devrait être sur le radar de toutes les organisations. Il y a quand même un bon roulement parfois dans les OBNL. Mais comment on fait pour garder le savoir dans l'organisation? Est-ce que quand la personne quitte, elle quitte avec 100% de son savoir? Ouais. Puis ça, c'est un risque opérationnel qui est important, qui devrait être sur la radar des organisations, de se dire, OK, mais par exemple, il y a une réponse à ce risque-là. Est-ce qu'on a des cahiers de charges, nous? Est-ce que, puis, est-ce qu'on a de manière systématique mis l'information de ce que cette personne-là fait au-delà de la description de tâche? Bonjour à tous, Stéphane Parent, je suis le dirigeant d'Espace OBNL. Aujourd'hui, dans notre capsule, on va parler de gestion des risques en OBNL. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'on cherche vos commentaires, les petits pouces en l'air pour nous dire que vous appréciez et aussi partager ces capsules-là. Ça nous donne un gros coup de main pour pouvoir communiquer avec d'autres personnes qui seraient intéressées par les mêmes contenus. Pour parler de gestion de risque, j'ai mon ami Laurent Morissette, qui est le président d'OBNL 360. Bonjour Laurent. Bonjour. Écoute, d'entrée de jeu, je vais te laisser un peu te présenter puis nous expliquer pourquoi c'est avec toi qu'on parle de gestion des risques aujourd'hui. Mais merci de l'invitation. Je suis content d'être avec vous, d'être avec toi. La gestion de risque, c'est quelque chose qui a commencé à m'intéresser il y a à peu près 5 ans. Moi, je dirais à peu près 5, 6 ans. Là. J'ai commencé à m'en intéresser parce que je gravitais dans un environnement où il y avait beaucoup d'administrateurs de sociétés sur des organismes, je dirais, des corporations, ok? Pas des OBNL, des organismes parapublics ou des corporations. Puis c'était déjà un mot qui revenait de plus en plus. Puis j'ai commencé à m'intéresser à la notion de gestion de risque. Puis aujourd'hui, je ne suis pas l'ambassadeur de la gestion des risques dans les OBNL, mais j'essaie de porter le bâton de pèlerin sur l'importance d'envisager la gestion de risque dans des organisations. Euh, je me souviens quand j'ai mes premières formations que j'ai données ici à Espace OBNL, on devait être deux. Là, on est rendu 15, 20. C'est pas pire, ça augmente, mais la gestion des risques, dans le fond, on va en discuter aujourd'hui, c'est quoi, mais je pense que dans une dizaine d'années, tout comme la gouvernance, on en discutait toi puis moi, la gouvernance, il y a une dizaine d'années, il y avait une émergence de la notion de gouvernance dans le monde des OBNL, mais ce n'était pas tout le monde. Aujourd'hui, dans le monde des OBNL, je ne rencontre plus personne qui ne sait pas c'est quoi le mot gouvernance. Je vois de la gouvernance à géométrie variable, ça oui, je vois beaucoup de gouvernance à géométrie variable, mais je vois aussi des organisations de différentes tailles, je vois des organisations plus locales, d'autres plus provinciales. Fait que je peux comprendre, mais la gouvernance aujourd'hui, force est d'admettre que si tu un administrateur qui ne comprend pas ou qui ne sait pas c'est quoi, ben, on aurait un gros problème. Je pense qu'on va être à peu près au même stade dans une dizaine d'années dans le monde des OBNL. Dans une dizaine d'années, le vocable de la gouvernance et l'intégration dans le mot de la gouvernance de la gestion des risques va être là. J'aurais le goût de faire un clin d'œil, mais tous les gens qui vont nous écouter ici, que ce soit des gestionnaires ou que ce soit des membres de Administrateur. conseil d'administration, des administrateurs, quand ils vont voir leur renouvellement de police d'assurance dans leurs différents OBNL, là, que ce soit l'assurance responsabilité du conseil d'administration ou d'autres assurances, ils vont réaliser que la gestion des risques, là, de plus en plus, il y a du monde qui s'intéresse. Parce que le coût des risques dans lesquels on vit, la complexité des organisations aujourd'hui, les organisations se complexifient. Il y a 15 ans, des risques réputationnels sur les médias sociaux, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Fait qu'il y a plein de risques qui augmentent comme ça, qui commencent à meubler la vie des administrateurs, des directions générales. Donc, la gestion des risques, tranquillement, pas vite, devient, selon moi, un outil d'amélioration de la performance des organisations, mais aussi au même titre, et toi, tu sais, toi et moi, on a déjà eu ces discussions-là, au même titre que la réflexion stratégique fait partie du vocable des organisations qui se doivent de bâtir un plan d'action. Encore là, ils peuvent le faire à géométrie variable. Il y en a qui le font ça avec des consultants, avec leur CA, peu importe, mais une organisation qui n'a pas de réflexion stratégique, ça peut représenter un enjeu. Une organisation, tranquillement, pas vite, qui va intégrer dans sa réflexion stratégique la gestion des risques doucement, ben, il va commencer à améliorer la performance organisationnelle. Souvent, on investit des sommes importantes pour faire une réflexion stratégique, mais si on frappe un risque important lié à notre organisation, tout arrête. On n'est Complètement. pas tellement, on n'est pas tellement avancé, tu sais. On a un beau plan, on veut que ça aille de l'avant,
mais on n'a pas envisagé que telle situation pourrait nous faire en sorte que pendant 6 mois, tout arrête. Puis là, je ne parle pas de l'exemple de la pandémie, pas là-dedans. Non, 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 mais on a juste à se rappeler certains scandales qu'on a vus dans les médias dans les derniers mois, dernières années, tu sais, des cas de harcèlement psychologique, Exactement. des cas, tu sais, les différents cas qui souvent amènent à figurer dans les médias. Très souvent, on se rend compte que la gestion des risques, c'est des risques qui n'avaient pas été évalués, qui n'avaient pas été gérés non plus. Tout à Puis, fait. je pense que c'est d'autant plus important en OBNL du fait que les OBNL sont des structures collectives. Tu sais, c'est des groupes qui décident à fonction de beaucoup de ressources publiques et l'OBNL n'appartient à personne sauf à sa communauté. Fait qu'il y a cet élément du commun-là qui est important aussi dans la gestion des risques. Puis je pense qu'il faut le mettre de l'avant. Puis on va le voir avec les bailleurs de fonds. On voit que les bailleurs de fonds, dans certains cas, ont commencé à parler de gouvernance, même installer un code de gouvernance, on l'a vu en sport et loisirs. Là, le guide de gouvernance est sorti en sport et loisirs depuis 2 semaines aussi. Fait qu'on va avoir sûrement, là, d'ici quelques années, effectivement, je suis à la même place que toi, voir que c'est pour certains bailleurs de fonds, l'analyse des risques, ils vont demander dans leur reddition de compte, ils n'iront pas en diminuant, ça va en augmentant. Non, puis on a toujours une perspective de bailleurs de fonds gouvernementaux, mais moi, je vois de plus en plus de fondations Ouais. qui travaillent avec des clients chez nous, avec des organisations que je connais, puis ils veulent savoir quelle est la perspective de l'organisation et quels sont les risques principaux liés à l'organisation. Fait que, tu sais, comme, est-ce que je suis un pèlerin de ça, puis oui, je veux en parler. Puis je pense que c'est, en même temps, je vous avoue que je trouve ça super intéressant. C'est très intéressant parce que pour moi, c'est très lié à la performance des organisations d'avoir une clairvoyance, d'avoir une perspective de quels sont les risques qui nous guettent. Tu sais. Alors voilà, mais je pense que ce que tu amènes comme propos est tout à fait juste. Il y a un facteur collectif dans les OBNL qui devrait conscientiser encore plus les organisations et essayer d'avoir une perspective de la gestion de risque. Ça complexifie les choses, par exemple, Stéphane, parce que euh, puis je pense que, tu sais, on peut être d'accord ou pas être d'accord, mais on a déjà eu des discussions de cette nature-là. Mais pour moi, la gestion des risques, tu sais, elle peut trouver un terreau fertile à s'implanter dans des organisations qui ont un certain degré de maturité. OK? Donc, souvent, je fais à la blague dans les formations que je donne, je dis, tu sais, si ton conseil d'administration il est constitué uniquement de plantes vertes, de gens qui ne sont pas très mobilisés et qui sont plus préoccupés par la couleur des nappes qu'il va y avoir à l'Assemblée annuelle, ce n'est pas un bon endroit pour aller installer de la gestion des risques. Si par contre, tu as un conseil d'administration qui a un niveau stratégique plus élevé, un niveau de collaboration aussi, ça prend un grand niveau de collaboration entre la direction et le conseil d'administration, puis que certains éléments comme les huis clos sont bien installés, le président de conseil comprend son rôle à la fois de leader du conseil, mais aussi à la fois le leader inspirationnel de la direction, puis que tu as différents comités, un comité d'audit, ultimement, peut-être un comité de gouvernance. Fait que, à, à la question que tu n'as pas posée, mais auquel je réponds, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Oui, puis non. On connaît les OBNL, il y en a de toutes sortes. Mais c'était difficile d'aller implanter un processus de gestion de risque systématique dans une organisation en survivance. Mais on peut-tu, identifie-moi, là, selon toi, là, quels seraient les 3 à 5 risques les plus présents. Juste question d'illustrer, parce qu'on parle gestion des risques, OK, mais ça veut dire quoi pour les gens qui nous écoutent? Puis quels seraient les risques qui fait, oh, OK, ça va me conscientiser, tu sais, un petit peu les éléments qui sont bons à mettre de l'avant pour conscientiser au fait que c'est une discussion à avoir, là. Okay. Ben, oui, on peut tomber directement là, puis je pense que ça va permettre peut-être d'avoir une lecture. Tout dépendant de comment on regarde ça, il y a à peu près, je dirais, là, moi, je travaille avec 7 risques okay, que j'envisage. Puis ces risques-là, ben, c'est des risques un peu parapluies. Je ne sais pas, moi, le risque opérationnel, le risque financier, euh, le risque réputationnel. Le risque réputationnel, là, c'est celui qui fait le plus plaisir au monde, okay? Parce que c'est celui qui fait le plus peur. Moi, je dis souvent, le risque réputationnel, c'est comme président de conseil, tu as hâte de voir ta face sur le Journal de Montréal, le Journal de Québec, parce que tu n'aurais pas fait quelque chose de bien. Puis ça va amener toute une discussion qu'il faut qu'on ait sur qui est responsable de quoi là-dedans. Mais je vais prendre la question que tu poses sur la notion de gestion des risques. Ben, le plus, le risque le plus frappant, c'est cette notion de risque réputationnel. Une organisation qui a fait de l'aveuglement par rapport à une posture, par rapport à une possible situation dans laquelle l'organisation pourrait se retrouver, puis qu'elle n'aurait pas agi, puis que là, ça se retrouve dans tous les médias. En ce moment,
Puis c'est ça, c'est ce qu'on fait comme capsule, se veut un peu intemporel, mais on envoie une fois de temps en temps des conseils d'administration qui se retrouvent dans les médias pour des fautes graves. Puis ben là, on se dit, ben, comment ils ont fait pour gérer ça? T'sais, le risque réputationnel, il y a une méthodologie pour le faire. Mais pensez à des risques plus opérants. T'sais. Pour moi, il y a un risque opérationnel qui devrait être sur le radar de toutes les organisations. Il y a quand même un bon roulement parfois dans les OBNL. Mais comment on fait pour garder le savoir dans l'organisation? Est-ce que quand la personne quitte, elle quitte avec 100% de son savoir? T'sais? Ouais. Puis ça, c'est un risque opérationnel qui est important, qui devrait être sur la radar des organisations, de se dire, OK, mais par exemple, il y a une réponse à ce risque-là. Est-ce qu'on a des cahiers de charges, nous? Est-ce que, puis, est-ce qu'on on a de manière systématique mis l'information de ce que cette personne-là fait au-delà de la description de tâche? Parce que si à chaque fois que quelqu'un rentre puis qu'il quitte, bien, on perd 90% du savoir organisationnel, on est toujours en train de refaire. Puis ça, c'est le risque. Un risque financier important là, qui guette. Puis là, on est peut-être trop dans le vif du sujet, là, mais un risque financier qui guette beaucoup d'organisations, là, c'est le risque d'accroissement des coûts opérationnels. Les coûts de main-d'œuvre augmentent. Tu sais, je ne sais pas s'il y en a, là, tu sais, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, là, qui vont devoir renégocier un loyer pour leur espace. Tu sais. Mais si leur bail là, il a été signé il y a 10 ans, puis qu'ils renouvellent là, l'année prochaine, là, attachez votre casse avec de la broche, parce que vous allez voir que votre propriétaire, là, il va vous augmenter ça de manière significative. Ça, c'est un risque là, financier extrêmement important qu'il faut que soit mis sur un radar. Puis, tu sais, souvent, le risque financier, ben oui, le risque de perte d'un bailleur de fonds. Puis là, plein de gens vont dire, hey, non, non, c'est ça un OBNL, c'est même ça marche, on peut tout perdre d'un matin. Ben, oui, puis non, parce que, tu sais, il y a des moments où ça serait moins judicieux de perdre. Il y a aussi des capacités qu'on a à se dire comment on fait pour bâtir des revenus à l'extérieur de ce que l'on fait. Tu sais, les risques financiers, il faut avoir une clairvoyance. Les risques opérationnels, j'en parle. Les risques de relève, c'est un risque opérationnel important. Ouais, le départ du ou de la DG à cause d'un accident, est-ce qu'on est prêt à fonctionner demain matin, là? La vraie question là, dans la gestion des risques, on va l'aborder dans quelques minutes. Je vais nommer deux, trois risques. Opérationnel, j'en ai nommé un. T'sais. Quand les gens quittent, ils partent avec leur savoir ou ça reste là? Le risque de relève, qui est un risque opérationnel, ma DG, là, tu viens de le nommer, là, elle gagne le million, puis elle décide d'aller vivre à Honolulu demain matin, là, puis être bien au Costa Rica ou dans un autre pays. Là, puis elle dit, moi, j'ai donné 20 ans, je m'en vais. Qu'est-ce qui se passe avec l'organisme? Où est-ce que ça s'en va? Est-ce qu'il y a quelque chose? On sait-tu où l'information même? T'sais? Le risque financier, perdre un bailleur de fonds, une augmentation drastique des coûts. Le risque réputationnel, ben oui. Le risque stratégique d'une augmentation de la concurrence, d'une augmentation, ben, l'augmentation de la concurrence, on le voit. Puis dans le monde des OBNL, toi puis moi, on a fait une capsule sur les fusions. Là, ben, il y a une prolifération dans certains secteurs d'OBNL, puis dans d'autres, ben, ils disent non, non, vous allez rétrécir la table. Il y a une série de risques réputationnels, stratégiques. Les risques stratégiques sont tous en lien avec la réflexion stratégique. J'espère que quand les gens font la réflexion stratégique, ils vont donner une espèce de perspective sur c'est quoi les risques pour l'implantation de la réflexion stratégique. Fait, les risques de gestion de l'information. On a une loi maintenant. On ne peut pas tellement aller à l'encontre d'une loi. Là, les risques de conformité. On est chanceux dans le monde des OBNL. On n'a pas trop d'éléments de conformité. Si on était une société cotée en bourse ou une société publique, on aurait l'autorité des marchés financiers qui nous impose un paquet de règles. Dans le monde des OBNL, les conseils d'administration, ben, ils sont fiduciaires, DAS, TTS. Mais là, les conseils d'administration, ils ont une petite conformité de plus. Là, parce que là, ils peuvent tous être tenus responsables aux éléments de la loi 25. On vient de rajouter quelque chose. Là. Avec la conformité, on est chanceux, il n'y en a pas trop d'éléments de conformité. Mais par contre, quel avantage extraordinaire quand tu as une gouvernance qui est bâtie sur des bons éléments de conformité, des déclarations de conflit d'intérêts, par exemple. Il y a toute une mécanique qui peut se mettre en place. Là, on a nommé un peu des. Je l'ai renommé stratégique, réputationnel, financier, organisationnel, euh, lié à la gestion de l'information. On en a nommé 5. On a dit en préalable que c'est pas tout facile d'aller évaluer ces risques-là parce que quand on est une organisation qui est plus préoccupée par son quotidien que par son avenir, pour une question de survivance, ben, mais si on est une organisation qui a une bonne perspective d'avenir, ben, ça devient un levier extraordinaire d'aller évaluer notre gestion de risque. Je te propose de quand même mettre quelque chose en contexte.
le lien entre la gouvernance et la direction générale dans la gestion des risques. Parce que ça, c'est prépondérant. Le conseil d'administration, là, je m'adresse au conseil d'administration, là, je vous regarde dans les yeux, là, les administrateurs, là, vous ne pouvez pas aller pelleter ça dans le cours de votre DG. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Puis si vous faites ça, vous vous mettez à risque. Effectivement. C'est ça le plus important que les CA, il faut qu'ils comprennent. Puis les DG, là, refusez de prendre l'exercice de gestion de risque sur votre épaule. OK? Mettez pas le monkey sur votre épaule. Les conseils d'administration, si vous voulez entreprendre un exercice de gestion de risque, c'est parce que vous considérez que votre gouvernance est rendue là, que vous allez dévaloir du temps, que vous allez mettre le temps aussi nécessaire. Puis, j'aurais le goût de dire qu'ici, puis vu que je suis enregistré, je vais faire très attention, mais il y a comme un élément où il faut faire attention. Okay? Parce que on va toujours se poser la question en gestion de risque, si je savais et je n'ai pas agi, OK? Ouais. Ça veut dire, je savais, je n'ai pas agi. Ça, là, c'est de la négligence. Okay? Puis, moi, j'aimerais mieux pas avoir d'affaires dans aucun journal en disant cet individu-là a été négligent. Okay? À l'inverse, je suis un bénévole sur un CA et je ne savais pas. Okay? Je n'ai pas fait de l'aveuglement, je ne savais pas. Je n'avais peut-être pas toutes les connaissances, on ne m'a peut-être pas rapporté toute l'information. Je suis un bénévole, je suis là 5, 6 fois par année. Je donne de mon temps. Okay? Donc, si demain matin, vous décidez de mettre tous les risques de votre organisation sur la table, okay? Là, vous mettez ça dans un beau PV, okay? Là, vous consignez ça en quelque part, puis qu'à un moment donné, il y a un problème qui arrive, cette information-là sort, et malheureusement, le conseil d'administration va se retrouver dans une situation extrêmement difficile, celui d'avoir été négligent. Donc, quand je m'adresse, je vous regarde dans les yeux, là, les administrateurs, ce n'est pas quelque chose qu'on va déposer dans la gamelle de notre direction générale. C'est quelque chose qu'on va faire en collégialité, avec un processus bâti et une méthodologie structurante. Avez-vous le goût de le faire tout seul? Peut-être. Est-ce que vous avez absolument besoin de quelqu'un pour le faire? En tout cas, prenez une couple de petites formations si vous ne voulez pas le faire avec quelqu'un. Je ne suis pas dans l'apologie ici des consultants, Stéphane. Je ne suis pas du tout là. Ce que je dis, c'est il y a un risque à le faire tout croche. Puis, on ne se rendrait pas service. Puis, moi, comme administrateur, je suis sur 2 conseils d'administration. Je n'aurais pas envie qu'on joue dans un jeu, dans un film où cet exercice-là va être fait. Okay? Alors, le conseil d'administration, dans son rôle, dans son rôle de gouvernance, d'assurer la pérennité de l'organisation, si sa maturité de gouvernance l'amène à aller là, ben moi, je dis que la théorie des petits pas peut s'appliquer. On peut se donner 3 ans pour faire un exercice de gestion de risque. Il n'y a aucun mal là-dessus. On peut décider de prendre juste nos risques stratégiques, puis bien faire ça. Puis après ça, tomber à des risques opérationnels, puis bien faire ça. Mais aller attaquer tout ça en même temps, puis laisser beaucoup de traces écrites, pas sûr que c'est une bonne idée. Alors, mon message ici, il est très clair. Les DG, ce n'est pas quelque chose qui doit reposer sur votre épaule. Les administrateurs, c'est sur vous qui devez initier le processus. Comment on initie ça? Bien, peut-être qu'en huis clos, c'est déjà un bon lieu pour se dire, écoute, est-ce qu'on aurait envie d'embarquer là-dedans? Puis qui voudrait le faire? Puis où est-ce qu'on va stationner ça? Dans le comité d'audit? Dans un comité de gestion de risque? OCA? Comment on va l'articuler? Fait qu'il y a toute une démarche inhérente, qui est une démarche de gouvernance, d'aller dire, ben, où est-ce qu'on assoit ça pour pouvoir arriver à un résultat? Puis le rapport entre les deux, entre le CA et la direction, va être que la direction va participer à l'élaboration et à l'identification, puis il va amener des solutions pour mitiger les risques. Et le CA, lui, va disposer de ça. Puis il Ça va veut dire quoi, prendre. ça, mitigé? Je me fais Ah, souvent poser la question. Ça veut dire quoi, mitigé? parfait. La Parce qu'on minute, parle d'un plan de mitigation aussi. Donc là, je sais que beaucoup de gens n'ont aucune idée de quoi on parle quand on parle de ben, mitigation. tu m'ouvres la porte à. On va faire en 1 minute le processus. Le processus, ça va être d'aller regarder c'est quoi la culture et la tolérance du risque de l'organisation. Puis ça ne coûte rien. Okay? Puis ça, on n'a pas besoin d'avoir un consultant, puis on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un. Puis le CA peut se poser cette question-là. Quelle est notre culture du risque? Quelle est notre tolérance au risque? C'est la base de tout ça. Deuxième élément, ça va être de dire ben, quel processus on veut avoir pour évaluer ça. Mais le processus, en 1 minute, là, ça va être l'identification des risques. Okay? Puis une fois qu'on va avoir identifié des risques,
on va aller évaluer ces risques-là. OK? Puis on va aller l'évaluer sous une base occurrence et gravité. OK? Donc, on retourne à l'école, là, puis là, on se dit, sur la base de l'abscisse et des ordonnées, on va mettre la gravité ici en haut, et l'occurrence ici. L'occurrence, c'est la probabilité que ça arrive. Ouais. Puis là, une fois qu'on va avoir identifié tous nos risques, on va aller mettre ça dans notre matrice. OK? Puis la matrice, là, c'est pas obligé d'être bien, bien, bien compliqué. Là. T'sais, si on évalue que c'est très grave pour l'organisation de perdre tel bailleur de fonds, puis que la possibilité que ça arrive est très grande, ouais, ça va pointer dans le rouge assez rapidement. Fait que l'évaluation, ça va être extrêmement important. L'évaluation, c'est difficile de le faire tout seul, pour la simple et unique raison qu'on n'est pas souvent le meilleur juge de la gravité ou de l'occurrence. Puis c'est souvent quelqu'un qui peut nous aider à avoir un regard extérieur. Donc, on identifie, on évalue. Puis après ça, ce qu'on appelle les mesures de mitigation, en ROF, là, il y en a quatre. Okay? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire, ben, ce risque-là, je l'accepte. J'accepte que Vie avec. dans un camp de vacances, les gens vont se couler à cheville. Okay? Je l'accepte. J'accepte le risque qu'il va y avoir des gens qui vont se faire du mal. Okay? Ben, pas du mal, mais qui vont se faire mal. La nature de mes opérations font en sorte que dans la balance des risques et des occurrences et de la gravité, j'accepte le risque. Tu l'acceptes. Mais une fois qu'il est accepté, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas personne au niveau du conseil après ça qui va dire hein, ça va pas. Hein, c'est quoi ça? Non, non, on l'a accepté. Deuxième élément, tu peux le transférer, ton risque. OK? Alors, on parle souvent en ce moment de tout le volet informatique, toute la technologie de l'information autour. Écoute, si tu n'as pas les ressources dans ton organisation pour gérer ton serveur, gérer ta loi 25, gérer tes communications, tu n'auras peut-être pas le choix des sous-traités. On a parlé une fois, toi, moi, de la fusion, là, mais une des raisons de fusion, parfois, entre organisations, là, c'est toute la complexité en lien avec ça. Là, ça coûte beaucoup d'argent. Okay? Mais tu n'auras peut-être pas le choix de le transférer. Quand on prend une assurance, okay? Quand on prend une assurance, on contracte une assurance pour nos biens, okay? Ou notre responsabilité civile, ben, on est en train de gérer un risque par le transfert. On s'est dit, je vais m'acheter une police d'assurance pour transférer ce risque-là, l'envoyer à quelqu'un d'autre. Si le problème arrive, ben, c'est plus moi qui va payer, c'est l'assureur. Et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi les polices d'assurance montent beaucoup. Fait que tu peux l'accepter, tu peux le transférer. Tu pourrais le transférer à une. Tu pourrais décider d'engager une firme informatique qui va t'aider à gérer ton parc informatique parce que tu considères que tu as beaucoup de risques là. Tu vas te transférer. L'autre affaire, c'est que soit que tu l'acceptes, soit que tu le transfères, soit que l'autre, tu le diminues. Okay? Tu peux dire, ben, ce projet-là, là, ma mesure de mitigation, monsieur le DG qui est devant moi, là, Stéphane, vous êtes mon DG. Là. Votre projet, il est excellent. Okay? Mais vous allez nous le faire par étapes, votre projet, monsieur Stéphane, pour la simple et unique raison qu'on veut diminuer le risque à chaque étape. Okay? Fait, le projet, il coûte 100 000. Fais-nous donc l'étape 1 à 3, okay? Pour qu'on réalise si on a la capacité de réaliser l'étape 4 et 5. L'étape 4 et 5, là, c'est elle qui coûte 90 000. Fait qu'on veut que tu diminues notre risque en fragmentant ton dossier pour nous aider à comprendre où est-ce qu'on s'en va. Fait que, ou aussi, tu peux diminuer le risque en disant, ben, on voulait faire un événement à 400 personnes, on va faire un événement à 200 personnes. Puis en passant, on va peut-être prendre une petite police d'assurance au cas où il neigerait ou quoi que ce soit. Tu sais, tu pourrais décider de le diminuer et de le transférer. Là. Tu peux te mettre une ceinture avec des bretelles. Puis, quatrième élément de mitigation, tu peux l'éliminer, le risque. Tu peux dire, écoute, ce risque-là, il faut l'éliminer. OK? Puis je vais te donner un exemple très clair. Plein d'organismes là, ont des parcs immobiliers. OK? Ils ont des parcs immobiliers vieillissants. Puis pour tous ceux qui nous écoutent, là, qui ont fait une rénovation récemment, là, puis qui n'ont pas une grande capacité à clouer, là, ils savent que clouer deux planches, ça coûte cher maintenant. OK? Ben, imaginez-vous une organisation qui a un parc immobilier, je vais l'appeler comme ça, puis dans son parc immobilier, a une section réservée, je ne sais pas moi, aux enfants avec des jeux. On va dire ça comme ça. Là, il commence à être pas mal rouillé, OK? Puis ça fait 60 couches de peinture qu'on donne dessus, là, puis on n'a pas les moyens de s'en payer un autre. Mais on le sait pertinemment qu'à un moment donné, quelqu'un va se. J'allais dire se péter la gueule, là, mais quelqu'un va se faire mal dessus. Ben, à un moment donné, il faut peut-être prendre une décision difficile, de l'éliminer, là. De dire, Ouais. écoute, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens d'entretenir ça, on n'est pas capable de gérer ça, on ne peut plus. Donc, on va devoir éliminer. Pense à un service. Combien d'OBNL ont plusieurs services? OK?
Puis il y a des services parfois qui ne sont pas performants, qui traînent beaucoup de coûts, qui tirent beaucoup de jus à l'organisation. À un moment donné, il faut peut-être avoir la responsabilité de se dire, ben non, on va l'éliminer, le risque. Alors, tu as 4 mesures de mitigation, Stéphane. Tu l'acceptes en connaissance de cause, tu le transfères à quelqu'un qui a le goût de jouer dans ce risque-là, tu le diminues ou bien tu l'élimines. C'est ça les mesures de mitigation. Je le fais de manière très simple, là, mais c'est ça. Il y en a juste 4. Ça prend ça. Écoute, en conclusion, Laurent, là, pour un CA qui veut débuter, première étape, ça serait quoi? La première étape, je pense que c'est une étape que j'appellerais une étape de huis clos. OK? Puis j'espère que les CA ont compris qu'un huis clos, on peut inviter notre DG. OK? Un huis clos, il n'y a aucun problème à inviter notre DG. C'est un espace où on ne prend pas de notes. OK? C'est un espace de huis clos. C'est un espace qui est confidentiel, qui est privé, qui est confidentiel dans le contexte du CA quand ils veulent avoir une discussion de gouvernance à l'extérieur de la direction générale, mais on peut inviter notre DG à un huis clos. Puis de se dire, OK, qu'est-ce qu'on pense de la gestion de risque? Qu'est-ce qu'on en connaît? Là, le DG va peut-être dire, moi, je ne connais rien là-dedans. Puis en passant, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Puis je n'ai pas levé le temps. Peut-être un des administrateurs qui va lever la main, il va dire, ben, OK, je ne vais pas faire une plug pour espace au BNL, mais regarde, je vais aller suivre une formation. C'est pas comme si ça coûtait 5000 pièces. Je vais aller suivre une formation, 3 heures. Je vais aller écouter quelqu'un qui va me jaser de ça. Ou bien, là, en ce moment, tout le monde va aller sur ChatGPT. Bon, OK, va sur ChatGPT, va sur ce que tu veux, tu sais. Ou je vais aller écouter un podcast. Je vais aller me faire une tête. Puis je vais vous revenir, moi, chers confrères et consoeurs, puis je vais vous donner une perspective. Moi, j'irais au niveau du huis clos pour dire qu'est-ce qu'on pense de ça, où est-ce qu'on veut aller, est-ce qu'on veut se faire accompagner, est-ce qu'on a l'argent, est-ce qu'on a un budget. Puis cette discussion-là, là, on ne prend pas de notes. Puis une fois que la discussion va aller dans la direction, ben oui, on aimerait ça faire quelque chose. Et là, je remonterais ça à la première étape qui peut sortir du huis clos, qui est c'est quoi notre culture sur le risque ici? C'est quoi notre tolérance sur le risque? Puis les gens vont dire, ben c'est quoi ça? Ben, notre culture du risque, comment on voit ça, nous? Est-ce qu'on est toujours ses breaks avec notre DG sur tout ce qu'il veut faire? Fait que là, imagine-toi, tu es vraiment dans un phénomène d'amélioration de la gouvernance. Parce que tu Ouais. forces une introspection collective. Puis la tolérance au risque, ben, c'est de dire, ben, non, nous, on gère une clientèle, par exemple, de gens extrêmement vulnérables. La tolérance au risque, elle ne peut pas être grande. Tu sais, ça serait illogique. Fait que je commencerai dans mon huis clos pour me donner une perspective de ce que je comprends de la gestion des risques. Je prendrai une formation. J'inviterai, récemment, je donnais une formation à un CA sur la gestion des risques. 3 heures, ils ont écouté ça, tout ce qu'ils vont faire. Fait, j'irai augmenter ma culture de compréhension de ce mécanisme-là. Puis après, tranquillement, pas vite, j'irai la faire percoler dans ma gouvernance. Mais je le répète, peut-être que les gens ne seront pas d'accord, mais je n'irai pas all-in d'un seul coup dans l'identification de mes risques, qui est la première étape qu'on dirait que les gens ont le bout de... Ça, moi, je considère que c'est une erreur parce que vous allez faire ressortir des choses qui vont déstabiliser votre organisation. Tu ne serais pas prêt à gérer par la suite. Exactement. Fait que, pourquoi tu fais ça? Là? Va pas te créer du trouble où tu n'en as pas. Va pas rendre ton DG anxieux. Va pas rendre un nouvel administrateur qui rentre anxieux. Comme, les risques, c'est anxiogène. C'est anxiogène, le risque. Les gens n'aiment pas le risque. Merci, Laurent, sur ce résumé en quelques minutes. Là, c'est sûr qu'on pourrait en parler encore longtemps. Je te remercie de ton temps. Écoute, je pense que la gestion des risques, puis on le voit, là, tu sais, dernièrement, je parlais avec une gestionnaire d'OBNL de la région de Chibougamau qui a été obligée de fermer à cause des feux de forêt l'année passée. Tu sais, je sais qu'à Laval, quand il y a eu les inondations, il y a des organismes qui se sont ramassés avec des papiers d'un classeur où le classeur flottait quasiment. On a vu ça aussi à Montréal, quand le- la canalisation a éclaté pas loin de Radio-Canada. Oui, Tu sais, il y a oui, oui, certains je me risques rappelle de ça. Ouais. extrêmes qu'on voit arriver, et puis on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire, ainsi de suite, là. Fait que je pense que tu positionnes bien le début d'une réflexion qu'on doit avoir en OBNL. Je te remercie de OK. ton temps. Ouais. Très Ouais. bien, parfait. Non, non, Alors, écoute, je, on je pourrait repense, continuer encore longtemps. je repensais à la canalisation, puis c'est vrai, là, puis là, les gens vont dire, oui, mais on ne peut pas le prévoir. Ben non, mais on peut Il y prévoir. a, il y a, il y Il y a a des facteurs un de autre outil réduction. qu'on n'a pas parlé, puis qu'on ouvre la parenthèse dans un autre, c'est ce qu'on appelle le plan de continuité des affaires. Oui, Le PCA, qui est comme
l'élément ultime dans la gestion des Oui, risques au bout du spectre complètement, là. Puis on y reviendra peut-être un jour. Je te remercie. Je vous remercie. salutations à tous vos gens. Ouais, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se voit prochainement dans une de nos activités ou dans une autre capsule. Bye bye.